caméra, vient à n'en pas douter de la séquence de blow-up que nous avons abordée tout à l'heure, mais celle-ci était en son naturel. Ici, fait très notable et presque nouveau chez Antonioni, la séquence est accompagnée d'une bande-son que ne dénierait pas un groupe de rock-punk industriel. Et cela jusqu'à l'apaisement de l'avenue bordée de palmiers, où la séquence se transforme, un peu comme dans Après la maison bleue de Blow-Up, en un rythme plus paisible, avec cette fois-ci la légèreté de l'épisode de rencontre avec la sœur du héros, l'accident qui a failli avoir lieu. Voilà. Ce moment ne marque pas seulement un changement dans le temps, durée et rythme, mais aussi dans l'espace, puisque d'une certaine manière, en passant des enseignes et des usines aux palmiers, nous changeons d'univers. Alors ce portrait de ville n'est pas sur le principe si différent de celui de Londres, mais là où malgré tout Antonioni opérait avec des focales plus larges, nécessitées par la densité de l'architecture, il use ici d'effets de zoom très brusques, une focale longue brisant l'effet de profondeur, aplatissant l'image et rendant difficile la perception d'un espace. Bref, la séquence forme de la ville une image plate, plate comme la fresque du début, qu'Antonioni ne regarde jamais de face, comme un trompe-l'œil, mais bien comme une image-objet inscrite dans la réalité, donc possiblement visible de biais, par exemple, et déformée selon le point de vue. Là est sans doute la vraie raison cinématographique, et non accessoire aux couleurs locales, de la présence de la fresque en début de séquence. En fin de compte, il semble impossible, arrivé au bout de la séquence, de reconstituer ne serait-ce qu'une image hiérarchisée d'un espace urbain dont nous avons traversé que les détails. Nous restons dans une mosaïque et plus encore dans un kaléidoscope où les espaces sont identiques et arbitrairement associés. Pour terminer, je souhaitais penser la représentation de l'espace urbain dans le filtre du cinéma, en prenant le cas particulier d'un cinéaste que je connais bien. 2 ou 3 choses me semblent nécessaires à remarquer à la fin de cette analyse. La première, Antonioni n'est évidemment pas le seul cinéaste à s'intéresser, même en passant, à l'urbanité. Nombreux sont les cinéastes qui interrogent le rapport des hommes et des femmes à ce milieu, qui est notre monde ordinaire, et qui est le lieu même du cinéma. Un festival, des expositions leur ont été consacrées. En français, une encyclopédie et de nombreux ouvrages. Les premiers films des frères Lumière au monde divers de Kiarostami, Van der Keuken, Raphaël Nadjari, Amos Gitaï, Jason Kay, etc. Le cinéma contemporain a repris ce flambeau porté par des générations successives de réalisateurs, tant dans le champ du documentaire que de la fiction, et quels que soient les genres, y compris le cinéma d'animation, le fantastique, la science-fiction, et je dirais même surtout la science-fiction, puisque toujours, elle a eu le privilège de poser en termes créatifs et pointus ces questions urbaines que sont l'aliénation, la forme, la vie en commun. Blade Runner, Soylent Green en témoignent. Mais alors, pourquoi Antonioni? J'aurais tendance à répondre par une esquive, c'est celui que je connais le mieux. Mais c'est aussi celui qui, dans les années où je me suis formé à l'art et au cinéma, m'a le plus fourni l'envie de le connaître à cause du mystère qu'il construisait dans ses films. De même qu'il m'est apparu comme le plus à même d'expliquer, par les moyens propres de son art, par sa sensibilité et l'imaginaire, le fond de l'aliénation qui nous lie à ce milieu urbain. J'en viens donc à l'autre remarque qui découle de la précédente. Antonioni, c'est aussi l'époque, les années 50, 60 et un peu au-delà. Ces années-là, ces années pop, donc, ont été celles d'une immense ouverture de l'art et sans doute d'autres champs de l'imaginaire et du sensible, à laquelle nos générations ont voulu participer. Cette participation a marqué évidemment la suite des événements culturels, artistiques, politiques. Inutile de les rappeler, cela a enclenché une habitude, celle que la jeunesse a gardée depuis, se mêler de ce qui la regarde, et au plus haut point, le monde dans lequel elle est propulsée brutalement, et l'art qui en tient le compte précis à l'aide de moyens spécifiques. Mais par-delà ces considérations un peu générales et peut-être nostalgiques, que vous me pardonnerez, il faut dire qu'Antonioni est l'un de ceux qui a le mieux marqué cette époque, en ce sens, sans le dogmatisme trop souvent évoqué quand on s'en prend à cette époque.
Antonioni fait époque, si vous me permettez de le dire ainsi, non pas dans le sens commun et opportuniste, où son art serait empreint des caractères des années 60, mais à l'inverse, en ce que son cinéma a marqué irrémédiablement la construction esthétique et sensible de cette époque, en rendant visible l'aliénation et l'inadaptation dans lesquelles le capitalisme nous a plongés. Lorsque dans l'éclipse, Antonioni montre Monica Vitti cherchant à placer dans son intérieur une plaque minérale contenant le fossile d'une plante, la séquence en dit long de cette incapacité à trouver la correspondance entre le monde contemporain et notre vie, entre les profondeurs que nous habitons et la surface qui nous supporte. Je vous remercie. Je ne peux pas dire au suivant, puisque... Il se trouve que je fais partie des fous qui ont tenté les parcours d'Antonioni dans Londres. Avec une collègue d'ailleurs qui était là hier, mais qui n'est pas venue malheureusement aujourd'hui. Elle aurait sans doute pu en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'elle m'a entraîné dans cette aventure avec un groupe d'étudiants. Alors, ce qui m'a... elle est cinéaste, c'est pour ça. Et ce qui m'a profondément intéressé, c'est que ces parcours sont constitués d'ellipses. C'est-à-dire qu'ils ne renvoient jamais à un parcours réel, dans la succession. Et alors, avec des choses tout à fait surprenantes, c'est que si vous prenez une séquence comme l'entrée dans le parc, en fait, la voiture, il arrive en voiture par le haut, mais dès que la grille est passée, vous êtes en voiture en bas du parc. Enfin, vous voyez, donc il y a sans cesse des franchissements et des déplacements de lieux comme ça qui sont effectivement où il y a un espace non praticable entre. Voilà, il y a quelque chose qui est absent. Bon. Alors, il y a une forte probabilité pour que la Maison Bleue ait été peinte, dans la mesure où l'herbe du parc a été peinte aussi. Pas clair, tout. Oui, enfin bon. Les chemins ont été peints en noir. Et quand on regarde, et moi ça m'est apparu vraiment comme une construction d'espace inouïe, quand on regardait d'un peu plus près les positions des points de vue, les positions des focales, la hauteur des focales dans le parc, etc. Il y a des moments, il est perché dans les arbres. Oui, ce qu'on ne voit pas forcément à l'image, on voit qu'il y a effectivement une construction du détail et des points de vue, des focales, de ce qui est pris dans le cadre, ce qui est hors cadre, les décalages avec le son et l'image qui sont constants. Alors, j'ai compris à ce moment-là pourquoi Carlo Ponti n'avait pas financé le reste du film, c'est-à-dire le passage essentiel qu'il n'avait pas eu le temps de filmer sur place et qui est finalement, lui aussi, est elliptique, c'est-à-dire est absent du film, le meurtre. Donc le montage, par le temps passé, je suppose, et le fric dépensé, parce que je pense que effectivement, ça doit coûter assez cher de repeindre un parc, j'imagine, ça doit être assez compliqué. Et donc il y a cette espèce de... Moi j'étais fasciné après par cette magie finalement du montage qui, au fond, arrive à dire ce que le cinéma doit dire sans le dire, ou tout au moins sans le montrer. L'image enfin, ce qui se passe entre les plans, finalement, n'est
pas montré, mais c'est précisément où là, où finalement peut-être le parcours urbain et notre expérience de la ville se passent. Voilà, c'est ce que j'aurais tiré de cette tentative qui à la fois était naïve, parce qu'on s'en doutait évidemment, mais on voulait savoir comment il avait fait. On a les loisirs que l'on peut. Peut-être qu'on pourrait monter un tour opérateur. Les passions. Ah oui, non, mais... Les passions. Je vous renvoie aussi à un autre site internet qui s'appelle Movie Location et qui essaie de recenser les endroits où les films ont été tournés. Mais il y a beaucoup d'ellipses aussi dans ce site-là. On a une collègue en études cinématographiques qui est amoureuse de Visconti et des palais de Visconti, et qui les a tous retrouvés et qui a réussi à pénétrer dans les appartements adjacents, là où ça a été tourné. Donc, toutes sortes de passions, effectivement, de l'appareillage. Moi, j'ai un commentaire peut-être pour moi, appartenir à la génération successive, j'ai pensé Wim Wenders. Wim Wenders, c'est un autre qui fait il n'y a que des voitures, de traverser des villes, des continents, Paris, Texas. C'est une constante de l'époque. Oui, mais Wim Wenders arrive plus tard. Non, mais bon, Wenders a pour modèle Antony, enfin un des modèles de Wenders. C'est Antony. Alors dans Deep End, qui est particulièrement réaliste au niveau des décors, tout est fait en studio. C'est-à-dire que la piscine, en fait, n'est pas du tout une piscine. Tout a été reconstitué en studio jusqu'aux écailles de peinture sur les murs. C'est assez étonnant aussi. Sans doute un usage pour le cinéaste polonais, donc qui vient peut-être aussi d'une autre culture, où le décor est aussi un art plus consommé, je ne sais pas. Merci. Jean-Louis derrière. Oui, ce que j'ai trouvé très, très intéressant en fait dans votre exposé, c'est le rapport justement entre l'image fixe et l'image mobile, et à quel point on voit comment en fait le regard d'Antonioni, c'est-à-dire un regard de cinéaste, est totalement nourri par la photographie. Il est photographe. Et oui, et en particulier par l'influence de la photo américaine, qui est vraiment très, très claire. C'est Ed Ruscha, c'est Stephen Shore, etc. C'est vraiment très... il y a un caractère très photographique de l'image. Bon, sans parler évidemment de la référence dans Blow Up où le héros est un photographe, c'est David Bailey, mais indépendamment de ça, il y a vraiment quelque chose qui renvoie à ce rapport entre fixe et mouvant, et je trouve qu'on voit en particulier dans cette séquence de la fresque, qui effectivement est traitée à la fois comme une image fixe et comme une image mobile. Dans les films d'Antonioni, il y a tout le temps des séquences avec des images fixes. Il y a tout le temps des images punaisées sur les murs, des choses comme ça, c'est une constante. Jusqu'à la fin, puisque son dernier film, Lo Sguardo de Michelangelo, est un film sur une sculpture, donc une image fixe, le Moïse de Michel-Ange. Et donc c'est une constante. Alors on dit effectivement que c'est David Bailey qui sert de modèle, c'est ce qu'on voit écrit partout, mais Michelangelo Antonioni dit que c'est lui. Il dit que c'est son film le plus autobiographique qui soit. C'est pas compatible. C'est pas du tout compatible. Enfin, oui, c'est lui dans la mesure où David Bailey pouvait effectivement correspondre à ce type de personnage, si vous voulez. Hein. Mais bon, en même temps, c'est pas vraiment... mais c'est un personnage dont le nom n'est pas dit. Finalement, à part le peintre Bill, son ami, là, qui a son atelier dans la maison à côté de la sienne, aucun nom n'est prononcé dans le film. Et pourtant, tous les personnages ont un nom dans le scénario. Chose un peu étrange. Et je pensais plutôt à la manière dont le médium est interrogé, en fait. Bon, le médium cinématographique interroge le médium photographique. Et donc il y a vraiment des croisements entre les deux.
pour ce qui est de la séquence Los Angeles, moi je me demande si c'est pas Los Angeles qui produit l'image. Oui, Parce que si on retrouve cette même esthétique chez Ed Ruscha, et même peut-être avant, hein, et peut-être aussi dans la peinture américaine, ce qu'on appelle le provincialisme, avant la Seconde Guerre mondiale, etc. Je veux dire, c'est le paysage américain qui produit ce type d'image. Moi, j'ai rêvé à un moment donné de faire un travail sur la vision de Los Angeles par les cinéastes européens. Il y en a un certain nombre. Donc il y a le film de Jacques Demy, Model Shop, hein, qui est un film méconnu de Jacques Demy, qui est un chef-d'œuvre, absolument, qui a beaucoup d'écho avec Blow Up. Il y a Les Contes de la folie ordinaire, évidemment, hein, de Marco Ferreri, et puis il y a Barfly de Barbet Schroeder, il y a ce film-là d'Antonioni, et ils donnent tous une vision de Los Angeles très très particulière. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, il y a une vision européenne de cette partie de l'Amérique qui doit être intéressante parce qu'exotique finalement. Ça ne ressemble pas à l'Europe. New York, ça peut ressembler à l'Europe, Chicago, etc. Peut-être. Là, non. Absolument pas. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de très photogénique dedans. Voilà. Sur cette fresque, elle est reproduite dans un ouvrage américain qui s'appelle Big Art, qui est consacré au mural, à la peinture murale américaine, et où il raconte l'histoire Ils ont mis une quinzaine, une vingtaine d'années à peindre cette fresque, et l'initiateur, le peintre du début, est mort en tombant de l'échelle, et donc c'est son aide qui a fini la fresque. C'est assez étrange, tout le temps passé à réaliser cette fresque, alors que c'est aussi une image d'un temps révolu, est assez étrange. C'est vraiment une chose très, très, très bizarre. On pourrait presque dire qu'il y a un double mouvement de retour en arrière et d'aller en avant dans cette séquence-là, justement, à cause de cette fresque. Il y a d'autres questions. Pas d'amateur de Rolls-Royce. Pas d'amateur de Rolls-Royce. Ça apparaît notre lecture de la ville. Complètement. Dernièrement. Plus d'autres questions? Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont aidé. Aussi. En attendant la publication des actes. Et donc, effectivement, on va attendre impatiemment la publication des actes. Mais je suis sûr que Jean-Louis a tout préparé, que c'est pour demain. Dès demain. C'est mis en ligne demain et après-demain chez l'armée. Alors, ce sera mis en ligne quand même pour les étudiants du monde, d'ailleurs, sur le site de la revue Appareil en ligne. Il s'agit pour la trouver juste de taper sur le moteur de recherche revue Appareil au singulier. Sinon, on se retrouve avec des tas de revues sur l'appareil photo. Revue Appareil au singulier, la première qui sort. J'espère, mais ça dépendra de nos intervenants, bien sûr, que d'ici quelques mois, ce sera disponible. Merci.